Bonjour à tous et bienvenue ici dans ce magnifique palais de la Légion d'honneur. Nous sommes tous réunis aujourd'hui pour distinguer une fois encore, le magnifique parcours de Madame Anna Joannin. Je vois que très nombreux sont ses amis présents, reconnaissant de sa personnalité, de son énergie, de son parcours extraordinaire, de sa capacité à donner aux autres et à servir la communauté. Madame la Présidente, je voudrais quand même, avant de vous décorer les insignes de commandeur de la Légion d'honneur, rappeler quelques éléments qui, je vous le rassure, ne seront pas trop longs, qui justifient que vous soyez aujourd'hui fait commandeur de la Légion d'honneur. Alors je sais, je commence par là, que je suis le 5e grand chancelier de la Légion d'honneur qui va vous décorer. J'ai lu dans le discours de réponse que vous aviez fait au général Georgelin, qui doit vous avoir décoré en 2015, si ma mémoire est bonne, que vous aviez préalablement été décoré par le général Viard, le général Forêt et le général Kelch. Donc, normalement, vous sautez un grand chancelier sur deux. Donc, vous avez sauté le général Douin et vous avez sauté le général Bugat. Mais bon, je m'en réjouis puisque ça me permet aujourd'hui de vous décorer. Vous savez que l'usage veut que les décorations qui sont remises, lorsqu'on progresse dans l'ordre de la Légion d'honneur ou dans l'ordre national du mérite, viennent récompenser des mérites nouveaux. On ne progresse pas à l'ancienneté dans l'ordre de la Légion d'honneur ou dans l'ordre national du mérite. Il faut continuer à servir avec dévouement, avec énergie. Et je ne reprendrai donc pas tout ce que vous avez fait et qui a valu que vous soyez décoré officier de l'ordre de la Légion d'honneur en 2015 par le général Georgelin. Je voudrais simplement rappeler, comme il avait fait déjà à l'époque, ce début de votre vie active ou de vie dans la société qui vous voit à 20 ans créer une société de fabrication de pierres tombales. C'est cela pour gagner de l'argent et aider votre famille qui est dans la difficulté à cause du décès de votre père, du décès précoce de votre père, ce qui, comme l'avait déjà noté le général Georgelin à l'époque, révèle un tempérament, une audace, une capacité d'innovation et de création qui sont tout à fait remarquables. Mais je passerai directement de cette première manifestation de votre énergie à ensuite votre investissement dans la télémédecine, tout à fait remarquable, qui vous conduit à créer l'Académie francophone de télémédecine et de e-santé, et ensuite, pendant de nombreuses années, d'aider notamment dans les déserts médicaux à ce que les jeunes enfants ou les personnes démunies aient accès à la médecine et aux soins. Je remarque également, surtout qu'au-delà de ce travail que vous avez fait très important sur la télémédecine, vous avez étendu vos travaux et vos réflexions au domaine de l'éthique, de la morale, et je trouve cela tout à fait remarquable, et en particulier au domaine de la relation entre le soignant et le soigné. Et quelque chose de très important pour vous, qui me paraît très importante et qui est remise à plat entièrement dans le domaine de la télémédecine et grâce à ce que vous imaginez en matière de télémédecine. Je relève également une présentation que vous faites au Conseil économique, social et environnemental en 2017 du label HS2, Haute Sécurité Santé, qui vise à favoriser le maintien à domicile de nos anciens dans des conditions d'humanité qui leur permettent le respect de leur dignité. Mais aussi beaucoup parler de la confiance, Madame la Présidente. Et je dois avouer que cela s'inscrit dans le droit fil de votre évolution et de ce que vous avez voulu faire comme investissement au profit de vos prochains et au profit du bien commun, en passant encore une fois de domaines assez techniques comme celui de la télémédecine à des domaines éthiques et quasiment philosophiques qui vous mènent à réfléchir à
à la façon de consolider notre société et d'y faire renaître le lien social aujourd'hui si fragilisé. Voilà, Madame la Présidente, tout ce que je souhaitais dire. Évidemment, c'est beaucoup trop court pour retracer la totalité de votre parcours, mais encore une fois, même en cumulant tous les discours des précédents grands chanceliers qui vous ont décoré, je n'aurais pas réussi à faire le tour de la totalité de vos engagements. Je retiens quand même, depuis que je suis arrivé dans cette fonction de grand chancelier de la Légion d'honneur et que j'ai eu la chance de vous rencontrer à 3 ou 4 reprises, cette énergie inlassable qui est la vôtre, cet enthousiasme incroyable, ce culot aussi. Je ne sais pas si vos amis ici présents vous reconnaîtront, mais oui, vous êtes quand même sacrément culotté, dans tous les sens du terme. Et je trouve que c'est merveilleux qu'une telle énergie, une telle volonté, un tel enthousiasme, un tel culot vous permettent de réaliser des choses aussi remarquables pour le plus grand profit de tous et pour le plus grand bien de notre nation. Et c'est à ce titre que je vais aujourd'hui vous remettre les insignes de commandeur de la Légion d'honneur. Madame Gisèle Alajoigny, au nom du Président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons commandeur de la Légion d'honneur. Merci. Un grand merci, Monsieur le Grand Chancelier. Vos propos si bienveillants me vont droit à l'âme. Et mes mots ne suffisent pas pour exprimer ma reconnaissance. Je suis tellement admirative. Vous êtes de la lignée de ceux, depuis la guerre de 14, avec ses poilus, jusqu'à nos soldats engagés dans les Balkans et au Sahel, qui ont défendu, baïonnette au canon, l'honneur de la France. Vous portez le poids de cet héroïsme. Monsieur le Grand Chancelier général d'armée François Lecointre, vous devenez donc le 5e Grand Chancelier après les généraux Biard, Fauré, Kelch, Georgelin, qui dans ce lieu prestigieux m'avaient chacun décoré, m'impliquant un devoir. Vous comprendrez, je sais, ô combien que je veux ici rendre hommage à mon grand chancelier, le général d'armée Jean-Louis Georgelin, près duquel j'ai siégé pendant des années à notre Conseil de l'Ordre national du Mérite. Si vous le permettez, je ne peux pas mieux que vous l'évoquer. Je vous cite. Chaque mission représentait un engagement total, intellectuel, psychologique, affectif, spirituel aussi sans doute. Il menait des actions avec beaucoup de franchise. Ouais. C'est parfois mener des actions avec beaucoup de franchise, mais aussi avec une certaine rugosité. Mais cela faisait partie du personnage. Il avait beaucoup d'humour et d'autodérision. Après la promotion du 14 juillet, j'ai reçu un coup de fil de lui, tonitruant. « Madame la Présidente, je vous félicite. Nous allons déjeuner ensemble après mon retour des Pyrénées et naturellement, pour votre cravate, je serai là. » Oui, je pense qu'il est là. Chers amis, merci pour votre présence. Elle est un témoignage de votre affection et j'en suis profondément touchée. Dans ce parcours de vie, je dois beaucoup en particulier à 4 mentors, 3 hommes et une femme. Mon père partit trop jeune, le premier fut son compagnon de guerre, Alexandre de Marange, qui m'a pris la main pour me hisser hors de mon berceau creusois et me faire découvrir la scène où il évolue, l'establishment, une certaine nomenclatura avec ses codes institués. On disait alors « allez dans le grand monde ». Rassurez-vous, mes racines terriennes et mon éducation chez les maristes m'ont aidé à maintenir le cap sans perdre l'horizon. En plus, je suis breveté pilote. Et afin surtout de ne pas oublier
que tu es poussière et que tu redeviendras poussière. Je salue au passage mon ami Alain Juillet, présent ici, qui lui aussi a bien connu mon parrain Alexandre de Marange, œuvrant efficacement dans l'ombre pour la sécurité de notre pays. Nous lui devons beaucoup. Merci Alain. Le deuxième, c'est dans ma vie de bâtisseur. Il y a plus de 40 ans que j'ai rencontré Jean Cluzel et son épouse extraordinaire, Madeleine. Madeleine que j'aime tant. Il fut entre autres entrepreneur, mais aussi sénateur, académicien et même secrétaire perpétuel de notre Académie des sciences morales et politiques. C'est à ce titre, fin des années 90, avec le chancelier d'alors, Gabriel de Broglie, qu'ils m'ont vivement conseillé de candidater au prix de l'Académie Fondation Louis D. En gagnant ce prix, grâce à l'enveloppe financière qui l'accompagnait, j'ai pu financer les premières expérimentations de télééchographie satellitaire dans la région de Tambacounda au Sénégal. D'ailleurs, par la suite, le président de la République du Sénégal, Abdoulaye Wade, est venu à l'Institut de France, invité par notre Académie, pour une grande conférence de presse avec la cosmonaute et ministre Claudie Ignoré, marraine de notre association de télémédecine sans frontières, la FISA. L'objectif pour Abdoulaye Wade, grâce au succès retentissant de ces expérimentations pionnières relayées à l'international mécaniquement, était de démontrer au chef d'État du G20 qu'il allait rencontrer peu après l'apport de nouvelles technologies comme la télémédecine pour un égal accès aux soins et à l'éducation, même dans les endroits les plus isolés, au fin fond de la bouche. À réfléchir. Il n'y a pas de développement économique sans santé et éducation, ni éducation et santé sans développement économique. À cette époque, avec ma chère amie canadienne Louise Lassonde, qui nous vient aujourd'hui de Genève, nous avons œuvré ensemble dans ce sens à l'Institut des Nations Unies pour la formation et la recherche, l'UNITAR, appuyé fortement par son sous-secrétaire général de l'ONU, Marcel Boizard, qui est d'ailleurs venu en parler à Paris à notre radio Canal Académie. Jean Cluzel, le visionnaire, en plus d'avoir favorisé ces innovations d'avenir, n'a pas hésité et a osé, en 2004, se souvenant de la phrase de Goethe « L'éternel féminin nous attire vers les hauteurs ». Oui, d'accord. De faire élire 5 femmes d'un coup à notre Académie, dont une titulaire qui nous fait l'honneur d'être ici aujourd'hui, notre célèbre sinologue, le professeur Marianne Bastide-Bruguière, grande croix de la Légion d'honneur. Et de même, élue en tant que membre correspondant, Hélène Renard, journaliste, écrivain, rappelez-vous son dictionnaire des rêves, l'Égypte, ou encore le journal du christianisme, et qui a été la directrice de cette fameuse radio académique sur Internet, Canal Académie, fondée par Jean Cluzel. J'en profite pour saluer ici présente sa fille Jeanne Lemoine, entrepreneur, qui dirige le groupe Lemoine avec ses 10 usines sur 5 continents. On lui doit le coton-tige. Et pendant le Covid, avec son mari, ils ont transformé en une semaine leur machine pour fabriquer les indispensables écouvillons pour les tests. Bravo! Et le cher fils de Jean et Madeleine Cluzel, François, qui avec détermination et parfois avec risque, perpétue l'œuvre humanitaire de ses parents en Afrique. Le troisième de mes mentors est l'éminent professeur Emmanuel Alain Cabanis, aux 437 publications, j'en ai pas oublié une, et avec son épouse Marie-Thérèse, aussi neuroradiologue, qui me font l'amitié de leur présence. En 2019, il est le président de l'Académie nationale de médecine. Il a eu alors l'audace, vous voyez que j'ai du culot, mais lui aussi. Il a eu alors l'audace, contre vent et marée, pas étonnant pour cet amateur de voile, d'accepter de co-présider et d'accueillir au sein de son Académie nationale de médecine le Grand Prix mondial de télémédecine le 5 décembre. C'était jour de grève, il y a eu plein de monde quand même. Ce qui a permis à cette pratique médicale en distanciel de faire un pas de géant dans sa reconnaissance avant sa révélation et l'accélération de son développement due à la pandémie du Covid.
Véritable Big Bang. La télémédecine est devenue fondamentale, s'exclamait alors le directeur général de la santé, le professeur Jérôme Salomon, le 13 mars 2020, à son point presse Covid. À constater, Est, disait Saint Matthieu dans son sermon sur la montagne, le latin de oui, oui. Oui, oui, cette innovation a permis et permet de sauver, protéger, préserver des millions de personnes. Que la télémédecine soit un jour banalisée, c'est mon Graal. Mais ce n'est pas la panacée. Et rien ne remplacera l'examen clinique. Et comme le dit si bien le professeur Jean-François Mattei, n'opposons pas la pratique médicale essentielle à celle traditionnelle en présentiel. Elle se potentialise. Mon confrère, comme il est d'usage de s'appeler entre membres élus à l'Institut de France, Raymond Barre, qui a été aussi mon professeur d'économie, disait souvent « On est toujours puni par son manque de courage », ce qui ne sera donc pas le cas du professeur Emmanuel Alain Cabanis. Lui-même, Raymond Barre, quand il était Premier ministre, avait osé nommer pour la première fois une benjamine au 8e plan de la France, dirigé alors par un autre devenu mon confrère à notre académie, le commissaire général Michel Albert, et ancien secrétaire perpétuel de notre Académie des sciences morales et politiques. Puis me nomma à la mission de l'innovation, présidée pareillement par un autre confrère, le professeur Michel Crozier. Il ne se doutait pas alors que j'allais devenir un jour présidente du Club mondial des inventeurs dont le siège est au Canada. Entre parenthèses, l'inventeur n'est pas, s'il n'a pas subi un jour l'opprobre, l'humiliation d'être traité de fou et de faire de la science-fiction. Mon quatrième mentor est une femme, Hélène Carrère d'Ancos, ancien secrétaire perpétuel de l'Académie française, qui nous a quittés. Et comme vous venez de l'apprendre, l'écrivain Prégoncourt Alain Mahalouf vient de lui succéder. Mais il vient aussi d'être nommé ce 20 septembre 2023 nouveau membre de notre Conseil de l'Ordre national du mérite. C'est Madeleine et Jean Cluzel qui m'ont fait connaître cette grande dame. Dans les années 90, elle m'a toujours témoigné beaucoup de bienveillance et d'amitié. Son dernier mot qui me soit parvenu est du 28 juillet pour mon anniversaire, quelques jours avant sa disparition. Il commençait par « Très chère Guylaine », très chère Guylaine, et finissait par « Merci », des milliers de merci, je vous embrasse. Et elle évoquait la force de la bonté infinie. La bonté, n'est-ce pas le comble de l'intelligence? Elle va nous manquer. Heureuse de voir ici des amis communs, grands écrivains, le prince et la princesse, Constantin et Suzanne Morosi. Et très touchée de la présence de son diplomate fidèle et efficace directeur de cabinet, Jean-Mathieu Pasqualini. Maintenant, j'aimerais saluer quelques autres personnalités présentes. Mais je ne peux pas le faire pour tous, et je ne voudrais pas vous imposer trop longtemps une citation debout. Néanmoins, une telle remarquable assistance m'oblige. Alors je vais essayer de faire en sorte que cet exercice un peu périlleux d'énumération de haute voltige, un art recherché pour les pilotes, n'est-ce pas, ami Bernard Doriano et l'heure? Faire en sorte, dis-je, que cet exercice soit le plus bref possible et pas trop lancinant. Pardon d'avance pour celles que je pourrais oublier. Je vais commencer par mes consoeurs et confrères de l'Institut de France, avec l'Académie des sciences, si bien représentée par son secrétaire perpétuel, le célèbre neurobiologiste, le professeur Antoine Trier, qui, entre nous, connaît tout des travaux de mon parent, le neurologue et écrivain, le professeur Théophile Alajoyeux. En ce qui concerne notre Académie des sciences morales et politiques, je viens de citer notre fabuleuse sinologue, le professeur Marianne Bastier-Bruguière, et le professeur Jean-François Mattei, qui d'ailleurs a été aussi président de l'Académie nationale de médecine, comme mon autre confrère, le professeur André Vacheron, aussi ancien président de notre Académie. Notre secrétaire perpétuel, Bernard Stier, membre du Conseil d'État, ex-président de l'Opéra de Paris,
nous fait l'honneur de sa présence. À noter qu'il a eu la gentillesse et délicatesse de ne pas faire prolonger notre séance de ce lundi par un comité secret, ce dont je le remercie du fond du cœur. Le vice-président, mon ami, le juge Bruno Cotte, haut magistrat, qui a été entre autres président de la chambre criminelle de la Cour de cassation et à la Cour pénale internationale. Des membres de ma section morale et sociologie, en particulier mon cher professeur émérite Pierre Brunel, grand critique littéraire et musical, le spécialiste, entre autres, de Paul Claudel, Rimbaud, Chopin. De même, dans ma section, je salue avec respect et amitié le grand rabbin de France, Haïm Corsia. Une profonde tristesse m'envahit en pensant à l'actualité, à ce drame humain, entre autres au Moyen-Orient, toutes ces tueries, ce déchaînement d'horreur. Fort de sa bienveillance, Haïm Corsia n'avait pas hésité à me traduire en hébreu mon dernier poème sur la convivance, intitulé « Au feu de l'espoir », pour mon intervention sous l'égide de l'ONU au Foro di Cordoba. Je lui en sais gré. Il a aussi magnifiquement rendu hommage à mon maître, le professeur Michel Crozier, lors de son installation d'académicien. Certainement mieux que je n'aurais pu le faire. À noter, la convivence, mot introduit dans le dictionnaire par l'académicienne Florence Delay en 2004, c'est le partage des capacités de chacun, au bénéfice de tous, dans une cohabitation harmonieuse, un intérêt commun, interculturel et intergénérationnel. Il faut y croire, Est. Dans nos autres sections, je suis très touchée par la présence de nos académiciens, économistes, historiens, journalistes. Je veux citer le gouverneur Jacques Delarosière, qui nous impressionne toujours par la pertinence de ses propos, comme Michel Pébreau et sa version juste du monde économique. Et fabuleux, nous avons le bonheur aujourd'hui d'avoir le président Trichet. Merci d'être là. Notre historien érudit, Georges-Henri Soutou, spécialiste de l'histoire des relations internationales au XXe siècle. Le grand journaliste, historien, écrivain, François d'Orcival, homme de presse éclairé. Je ne vais pas oublier mon ami d'attache creusoise comme moi, et correspondant, l'ambassadeur Laurent Stefanini, inoubliable et célèbre chef du protocole, ni le fameux archiviste paléographe Jacques Perrault, qui a tant fait pour notre patrimoine. Après ce monde académique, j'aimerais mettre à l'honneur mes grandes dames à stature internationale et pionnière, comme Sylvie Berman, première femme à être élevée à la dignité d'ambassadeur de France, Chine, Londres, Russie. On l'a tous admirée aussi dans ses fines interventions télévisuelles. Elle est la présidente de l'IHEDN, Gilberte Beau, célèbre banquière, qui a été entre autres membre du Conseil économique et social ou administrateur de l'ENA, auteur de Une femme libre et la leçon japonaise. Patricia Barbizet, notre grande Patricia Barbizet, notre dignitaire, grand officier de la Légion d'honneur et multi-présidente, que cela soit de la Philharmonie de Paris que du siècle. Elle vient d'être élue à la présidence de la puissante, on a fait une femme, l'AFEP, l'Association française des entreprises privées, qui regroupe nos 117 grands groupes. C'est la première femme aussi à être élue pour la présidence de l'Académie nationale de médecine, ce qui est remarquable, le professeur Catherine Barthélémy, physiologiste et pédopsychiatre. C'est une grande première. Une institution dans son temps. Enfin, poursuivons avec notre géniale chef d'entreprise Mercedes Herra, qui a fondé BETC. Elle est présidente d'Avas et du musée de l'immigration. Présente aussi une femme ingénieure, école normale, agrégée de physique, Colette Lewiner, qui a occupé les plus hautes fonctions dans le nucléaire. Et Clodo Allienne, ma payse de la Creuse. Ma payse de la Creuse, mon amie de toujours depuis l'enfance, le professeur Jacqueline Morand de Villers, bien connue pour ses ouvrages en droit administratif et pionnière dans la défense du droit d'environnement. Autre grande dame du droit,
Martine de Guadève, membre du Conseil d'État, qui a présidé entre autres la Cour administrative d'appel de Versailles. Sabine Baïté-Besson, membre du Conseil immobilier d'État. La première femme à avoir été bâtonnière du barreau de Paris, la célèbre avocate, mon amie Dominique de la Garandrie, a souligné qu'après avoir siégé entre autres à la Commission consultative des droits de l'homme, elle préside le comité d'éthique du groupe Le Monde. Dans cette foulée, je salue là mes collègues administrateurs de la SDL du journal Le Monde, Guillemette Deluz, Marie Castin, présidente du CA du Cercle des économies, connue dans le monde entier, fondée par le grand Manitou Jean-Hervé Lorenzi. Notre jeune et brillant Mokhtar Hamoudi de la Caisse des dépôts, ma chère Micheline Ouernement et notre merveilleuse secrétaire générale Laure Pachina. Dans la sphère de l'entreprise, des assurances et de la prévoyance, je voudrais faire remarquer la présence de la présidente de la Fédération Agir Carco, dont on parle tant en ce moment, cette femme d'exception, Brigitte Pisa, comme l'est Marianne Monchamp, ancienne ministre, secrétaire d'État aux handicapés, présidente de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, actuellement à la direction générale de l'OCIR, cet organisme de l'institution de rente et prévoyance. Chère Sandrine Lemoy, pour le plaisir, je ne pourrai pas toutes vous citer, et j'en suis désolée. Et nous avons aussi là des hommes formidables. Néanmoins, je voudrais encore citer quelques présidents d'entreprise. Ma célèbre Sophie de Menton, présidente d'éthique, on ne la présente plus. Mes amis Fadila Palmer, de l'Unalogique, Hélène Prêcheur, Pharma Réflexe, Annie de Vivier, gérontologue H-Village, Dorothée Ferreira, Indépendance Royale. J'aperçois aussi Chantal Baudron, Martine Liotto, Caroline Lamarnière, Sylvie Maléco, Isabelle Campolin, Florence Hervé, Catherine Orphelin et bien d'autres. Pardon pour les oublier. Passons à ces messieurs. Grands entrepreneurs comme Alain Dinin de Nexity, leader de la promotion immobilière, Philippe Maillard, Bruno, jamais j'arrive à dire son nom, Gacht, hein, c'est ça, un Gacht, je crois, du groupe international APAV depuis 150 ans comme tiers de confiance en maîtrise des risques et développeurs. Du HF2, Haute Sécurité Santé, sous la houlette de l'énergique Ariane Binet-Prévost. À la direction générale du groupe AG2R La Mondiale, Bruno Angle. Notre cher Bruno Angle, 15 millions de clients, 500 000 entreprises. Je vous rappelle son slogan, prenons la main sur demain. Bruno a succédé à notre merveilleux André Renaudin. André Renaudin, nouveau président de la Fondation et hôpitaux universitaires de Strasbourg. Il a présidé entre autres le Global Compact, la ROAM, la plus ancienne et importante association des sociétés d'assurance mutuelle, représentée ici par son délégué général David Bigot. Bernard Spitz, ex-président de la Fédération des assurances, France Assureur, et président du pôle international du MEDEF. Georges Christian Chazot, président emblématique du groupe hospitalier Paris-Saint-Joseph, et son épouse Dominique Subli-Martis. Mon ami président de la Croix-Rouge française, Philippe Dacosta, je le connais depuis 30 ans. Le président Jérôme Bédier de Séquence, DGA Finance de la CCI. Le groupe Action Logement, c'est 1 million de logements. Je vois ici, représenté par Mario Baston, Florent Rouchy, Marine Cara. Je vois ici mon ami Sébastien Rissler, génial inventeur. Le groupe japonais Oya et sa fameuse innovation révolutionnaire, MioSmart, qui freine la myopie. Incroyable. Oya Vision Care est présidé par Jean-Michel Lambert. Un mot spécial pour sa directrice Affaires publiques partenariat, la si efficace Isa Boubli. Mon compagnon du bâtiment, Patrick Veil, du groupe Prunet, qu'il a fondé. Cher président Marcel Bénézé, membre de la CCI et ardent défenseur des restaurateurs. Mon très cher ami, mon frère, Jean-Pierre Moreau. Jean-Pierre Moreau, groupe Axos, est président dynamique de l'Académie de comptabilité, qui vient juste d'arriver de la réunion à Marrakech, du FMI et de la Banque mondiale. L'information télévisée passionnante et très bien documentée par le général Jérôme Pellistrandi, rédacteur en chef de la revue Défense nationale, que je salue ici, ainsi que le fameux Michel Taube, toujours pertinent, que dis-je, percutant, sur les plateaux de télé pour Opinion internationale. Militant de la première heure près de Robert Badinter contre la peine de mort. Présent aussi mon cher professeur Dominique Chagnolot de Sabouret,
qui préside le célèbre Cercle des constitutionnalistes. Je ne voudrais pas oublier mes collègues administrateurs de Silver Valley, qui est le premier pôle d'innovation européen de la Silver Economy. Plus de 300 entreprises. Avec ma chère Laurence Lafont de Google, Damien Cacaré pour Dantelia, Alexis Roche d'Assystel, Raphaël Tamponnet du groupe La Poste, Elsa Parlange, la CNAP, Romain Gano, G2R La Mondiale, Amaury de la Serre pour Brevonca, mon cher Benjamin Zimmer de Silver Alliance, ma grande amie Colody Culac de la Compagnie des Élans, l'ancien président Pascal Brunet, actuel dirigeant du groupe international Maison de Famille, c'est le holding Mullier. Nos permanents de la direction générale, Nachette Bellassène, titrons le bas, et celui qui nous met tous à l'affiche chaque année avec son fantastique festival international à Cannes ou au Japon de Silver Eco, Jérôme Pignès. Ne loupez pas le prochain 16 et 17 septembre 2024 au Palais des Festivals de Cannes. Ça ira pour la promo. Il me reste à vous citer mes élus préférés de Saint-Cloud, ville impériale. Mon maire, malheureusement retenu aujourd'hui, vice-président départemental Éric Berdoati, avec le souvenir de notre belle complicité amicale quand j'étais maire adjointe et à l'intercommunalité Cœur de Seine. Mes collègues du conseil municipal, ici comme Marc Climaud, Nicolas Pujol, que j'aperçois. Mon excellent député, Pierre Cazeneuve, toujours d'une grande efficacité, nous lui sommes reconnaissants, comme mon amie Stéphanie Rist, médecin, députée du Loireux, courageuse rapporteure générale de la Commission des Affaires sociales. Je l'admire. La députée Alexandre Martin, première circonscription de Bordeaux, nous fait aussi l'honneur d'être là. Le conseiller santé de Madame la Première ministre Elisabeth Borne, bien cher Cédric Carpus. Enfin, mes compagnons de la grande aventure de télémédecine, mes vice-présidents de l'Académie francophone de télémédecine et e-santé, Dr Lynn Klein-Brown, diabétologue, référente de l'OMS et présidente de l'Université numérique francophone mondiale, le docteur Jean-François Thébault, cardiologue, ancien membre de la HAS, Haute Autorité de Santé, et président de divers syndicats de cardiologie de la Fédération française de diabétique, et bien d'autres, comme notre ami le docteur Jacques Lucas, ancien vice-président du Conseil de l'Ordre des médecins et ex-président de l'Agence numérique en santé. Nos différents présidents de pôle, comme celui de la prévention, l'ingénieur agro et médecin, le célèbre docteur Christian Vecchia, et ses plus de 20 millions d'auditeurs sur Yahoo. La franco-canadienne, docteur Marie-Madeleine Bernard, endocrinologue, la grande experte du télémentorat intergénérationnel. Ça tira, ça? Abdelaziz Djellal, président de la Société française des technologies pour l'autonomie de gérotechnologie. Notre ingénieur polytechnicien, mon ami Pierre-Yves Simoneau, président d'Ingénicare. Éric Arnoux pour la téléassistance et le médecin général professeur Philippe Willems. Nous avons fait un livre et un film ensemble sur la RSS, la relation soignant-soigné, avec une communication officielle remarquée de 52 minutes sur le sujet à l'Académie nationale de médecine le 27 octobre 2020. À souligner, j'insiste, l'écran ne doit pas faire écran à l'empathie, empathos en grec, se mettre dans la pathologie de l'autre. Enfin, souligner la présence du très actif défenseur du lait, les entreprises de télémédecine, le président Jean-Pascal Piermet de Teladoc Health. Permettez-moi cette réflexion. Comme dans toute pratique, pour encadrer et perdurer, il faut des règles. Et des règles justes, mais des règles qui ne soient pas des freins. Et des freins au progrès. Ne confondons pas. J'aimerais finir cette liste au tableau d'honneur avec le fils que j'aurais voulu, le professeur Édouard Sage, capable d'opérer à la fois cœur-poumon et qui a réussi le premier à faire une greffe de poumon sur un malade du Covid. Et mon médecin traitant, le docteur Véronique Picard-Guédon, qui m'a fait cette extrême gentillesse de fermer son cabinet médical pour être là parmi nous avec son époux Jean-Emmanuel. Certains bons amis m'ont demandé de ne pas les citer pour gagner du temps.
comme les de Bellegarde, de Bézère, Grébeau, Padoue, Bosc, Séfiane, Debrasse, Cambacérès, Muret, Malinowski, Vuillemot, Chambon, Gaude, Fourcault, De Fédot, l'ambassadeur Mendelssohn. Et oui, j'en oublie. Mais comment ne pas remercier aussi mes bonnes fées de la grande chancellerie. Notre secrétaire générale adjointe, Madame Virginie Brede-Vitos, toujours attentive et bienveillante, que j'ai tellement appréciée lors de mes 2 mandats au Conseil national du mérite, comme Madame Sonia Rivet-Bourges au secrétariat particulier du grand chancelier. C'est une rencontre de 40 ans. Quand le général Biard, mon premier grand chancelier qui m'a décoré, et Madame Patricia Beckham, qui vient de lui succéder, vous avez tous remarqué son efficacité, sa réactivité. Elles ont beaucoup fait, sans bruit. Pour elles, j'ai envie d'en faire aujourd'hui. Je vous invite à les applaudir, et fort. Monsieur le grand chancelier, vous êtes le président de la Fondation Un Avenir Ensemble. Et vous l'avez bien voulu, n'est-ce pas? En 2006, j'ai répondu avec joie à la proposition du général Kelch, le fondateur, un de vos prédécesseurs, et de la directrice d'alors, Pascale Cogé, dont je salue la mémoire, afin de montrer l'exemple et de devenir marraine d'une élève, Tarmila, sri-lankaise. Elle est le modèle même du but recherché avec succès de cette nouvelle association devenue fondation, c'est-à-dire aider des jeunes valeureux qui au départ sont moins chanceux que d'autres à aller jusqu'au bout de leur talent. Notre devoir, en leur apportant un soutien moral et financier à ces jeunes particulièrement méritants qui sont nos bâtisseurs d'avenir, en les accompagnant à partir du lycée jusqu'à leur rentrée dans la vie professionnelle, est celui de transmetteur social, afin de jouer un rôle important au profit de la cohésion de notre société, souvent en mal de valeurs et de repères, et ceci dans un esprit de convivence. La convivence qui peut être un remède à l'épidémie de l'indifférence, selon la formule du pape François, et conjurer cette haine déferlante. Je ne suis qu'un petit colibri. La directrice Odile Koch et Jean Lopez et toute cette équipe formidable sauront mieux que moi vous renseigner sur cette fondation exceptionnelle. Tarmila, qui est là, est devenue fonctionnaire internationale à l'UNESCO, avec Kouga, son conjoint. Ils viennent d'avoir une petite fille qu'ils ont appelée Arya, qui veut dire en sanskrit noble et honoré. Et maintenant, pour finir, j'aimerais vous emmener dans l'intemporel, l'imaginaire. Un imaginaire qui prend racine dans ce lieu d'exception au charme délicat et qui, par l'œuvre successive de ces grands chanceliers, s'est embelli. Et dans les histoires de mon grand-père, qui me parlait d'un lointain ancêtre qui était hussard. Il était une fois un hussard. Il est là devant nous, au garde-à-vous, en uniforme de parade, à sa pelisse bleu foncé bordée de fourrure et son dolman écarlate, on reconnaît facilement qu'il fait partie du 7e régiment, corps d'élite. Ce cavalier chatoyant de l'Empire tient fermement son chapeau, c'est pas encore tout à fait maintenant, tient fermement son chapeau noir à plumet rouge et cordon blanc. Il est drôle avec ses 3 petites nattes pressées, appelées cadenettes, lesquelles lui ont évité les mauvais coups d'armes blanches qui, comme vous le savez, glissent alors sur les cheveux. À sa gauche pend son sabre et sa sabretage, marquée du fameux 7 de la brigade Pajol, la brigade de l'Infernal. L'éclat même de son uniforme l'oblige à se surpasser et lui interdit d'être quelconque. Il va être décoré. Il est ému. Il est aussi impressionné par ce palais de Salm. Son père, entrepreneur du Limousin,
a participé à la construction du bâtiment, qui fut édifié sur une grenouillère. Ce fut un tour de force technique. Il est aussi émerveillé par la décoration, par tous ces ors qui animent cette demeure. Levant les yeux au plafond, en passant sous la coupole, il a remarqué et invoque alors ces 4 héros. Bayard, du Guesclin, Sainte-Geneviève et Jeanne d'Arc, présents grâce au peintre Maillet. Et voilà que Bayard, cet être valeureux et loyal, interpelle notre hussard. As-tu été sans peur et sans reproche? Bien sûr qu'il a fait son devoir, avec courage et loyauté, avec une bonne volonté courageuse, dira plus tard Pagnol. C'est bien, tu as l'estime de ton pays, sois décoré. Autour de Du Guesclin, être généreux et de partage. As-tu fait passer l'intérêt commun avant le tien? Bien sûr qu'il a partagé, qu'il a été solidaire. Il sait bien que l'union fait la force. C'est bien, tu as l'estime des tiens, sois considéré. Et maintenant, voilà le tour de Sainte-Geneviève. Être d'intelligence et de sagesse. As-tu utilisé ta clairvoyance, ton intuition, ta sensibilité pour favoriser l'esprit sur la matière? Notre hussard, dans une fulgurance, s'entend, vous voyez la fulgurance, s'entend prononcer des mots inspirés qui deviendront si célèbres, soufflés par notre Saint-Exupéry. L'essentiel est invisible pour les yeux, on ne voit bien qu'avec le cœur. C'est bien, tu estimes l'essentiel, sois satisfait. Puis vient enfin le tour de Jeanne d'Arc, qui n'était pas encore sainte. Silence. Arrêt sur l'image. Au bout d'un moment, notre hussard, n'y tenant plus, éclate et interpelle Jeanne d'Arc. Et toi, Jeanne d'Arc, être d'honneur et de lumière, vas-tu me donner la dernière dimension, la plus importante pour l'homme, et me dire ce que j'attends par-dessus tout, ce que je veux entendre par-dessus tout? Sois heureux. Car, comme le disait notre philosophe Alain, il est bien vrai que nous devons penser au bonheur d'autrui, mais on ne dit pas assez que ce que nous pouvons faire de mieux pour ceux qui nous aiment, c'est encore d'être heureux. Cher hussard, tu grandiras par les valeurs du cœur, tu t'élèveras par les valeurs de l'âme, et c'est tout particulièrement en transcendant les honneurs que tu trouveras le chemin du vrai bonheur. Le bonheur, la seule chose qui se double si on la partage, selon Albert Schweitzer. Cet instant de bonheur que vous m'offrez aujourd'hui, que je veux partager avec vous. Notre académicien Jean d'Ormisson écrivait « Il y a des minutes et des secondes qui contiennent tout un monde. » Et ce monde est devant nous, parmi nous ce soir. Alors j'ai envie de vous dire, en vous provoquant, malgré tout, jurons-nous d'être heureux. Pour finir, en vous remerciant, je vous offrirai un simple quatrain de mon dernier poème, justement sur la passion et l'espérance, que j'ai intitulé « Au feu de l'espoir ». Et si chacun de nous empoignait son courage, et si chacun de nous prenait un bout de cause pour poser une pierre au fait de sa vie et construire un destin beaucoup plus grand que lui. Merci.